J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on termine notre périple des tops et des flops 2023 avec la vidéo, effectivement la dernière qui reste, les top films 2023 qui s'articulera sur 10 films que j'ai donc sélectionnés, mais bien sûr comme il faut encourager le bon cinéma, je vais là encore distribuer quelques mentions honorables pour motiver un petit peu les gens à regarder ces films plutôt que d'aller voir ceux que j'ai notamment marqués dans mon flop. Alors dans les films qui étaient à la limite de figurer dans le classement mais qui n'y sont pas parvenus et que je vous encourage quand même vivement à regarder si ce n'est pas déjà fait, il y a évidemment Tetris. Vous pouvez également découvrir Mad God, donc Mad God de Phil Tippett, alors qui n'est pas forcément à mettre entre les mains de tout le monde, je le rappelle, j'en avais fait la review, mais c'est une prouesse technique monumentale et on a rarement vu ça au cinéma. Donc ça mérite d'être vu au moins une fois, étant donné que c'est quand même un travail de longue haleine pour Phil Tippett, et c'est surtout un film qui malheureusement n'a pas été bien distribué, puisque je crois qu'en France on a eu à peu près une vingtaine de copies, que les cinémas ont dû un petit peu se passer entre eux durant quelques semaines, donc c'était un peu compliqué. Je vais également fournir en mention honorable The Killer, donc la version de David Fincher, que j'ai beaucoup aimé, mais qui, bon, après, effectivement, pourquoi je ne le mets pas dans le top? Parce que je pense qu'en matière de scénario, on est sur quelque chose de très léger. Mais techniquement, enfin voilà, c'est absolument incroyable. L'interprétation, en plus de Michael Fassbender, est magistrale. Il y a le petit message de fin qui est assez intéressant. Donc voilà. Je vous encourage aussi à aller voir, si c'est pas déjà fait, The Garden Master, donc de Paul Schrader, qui est, moi quand je regardais l'affiche, j'avais l'impression de me dire ah, ça va être un film à l'eau de rose, et en fait pas du tout. Donc laissez-vous surprendre par le truc. Alors c'est sûr que si vous aimez pas les trucs un petit peu longs et lents, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais il mérite quand même sa chance. Je mets également Suzume, donc bah voilà, quand les Asiatiques font de l'animation avec des délires un petit peu fantaisistes et compagnie, bah on se retrouve avec ce genre de cinéma qui met à l'amende tout ce que Hollywood est capable de produire en matière d'animation à grand renfort d'images de synthèse, donc bah voilà. Autre film, L'Enlèvement. Alors là, je me suis fait atomiser. Pourquoi je le mets pas dans le classement? Parce que c'est pas un film que j'aurais plaisir à revoir. Mais alors, par contre, le propos est absolument dantesque, ça joue vrai. Et puis voilà, ça fait partie de ces films un petit peu historiques qu'il est bon de connaître. On va également encourager le cinéma français avec Mars Express, donc film d'animation que je vous encourage vivement à aller voir, même si, bon, effectivement, il n'a pas été beaucoup distribué, mais ça reste quand même très intéressant. Ça pioche dans un petit peu tout, dans l'univers de la SF, mais pour en créer quelque chose qui, à mon sens, est quand même assez original. Les trouvailles visuelles sont présentes, et franchement voilà quoi, il faut encourager ce genre de cinéma et couper court un petit peu à cette lubie des voilà, de toujours mettre en avant les mêmes grosses stars, quand à côté de ça on a des jeunes cinéastes, des scénaristes et autres qui ont envie de percer, qui s'en donneraient les moyens, mais pour qui malheureusement, comme pour Mars Express et bien d'autres, eh bien s'ils veulent les diffuser en salle, c'est un triple parcours du combattant quoi. Et je vais également mettre Mission Impossible 7. Alors pourquoi je le mets pas dans mon classement? Parce que en fait, j'ai vraiment eu ce sentiment avec ce film d'avoir vu une moitié de film. Pour moi, c'est pas un film à part entière, c'est vraiment une moitié de film. Après, pour moi, c'est un des meilleurs films d'action de cette année. D'autant plus quand on sait que la thématique du film, notamment l'ennemi, donc c'est un sujet qui a été quand même très sur le devant de la scène dans le domaine du cinéma avec la grève hollywoodienne, puisqu'il s'agit de l'intelligence artificielle, et c'est vrai que ce film pourrait presque faire office de prequel à beaucoup de scénarios hollywoodiens que l'on a vus quand il s'agissait justement de la guerre contre les machines. Tu prends Matrix, tu prends Terminator et bien d'autres, on est vraiment sur ça. Et puis
comme d'habitude, quoi. Au niveau de la mise en scène, c'est absolument dantesque. Enfin, je veux dire, tu y crois, quoi. Même si des fois, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais qu'est-ce que tu veux? Quand c'est bien foutu, il faut le signaler. Alors bien sûr, dans ce classement, vous ne pourrez pas voir Godzilla Minus One. Non pas que je n'ai pas aimé, mais tout simplement parce que je ne l'ai pas vu. Effectivement, ce film n'est sorti que 2 jours en salle chez nous, puisque Pathé Gaumont s'est attribué l'exclusivité. Donc pour moi, ça c'est aussi bien dégueulasse pour les spectateurs, parce que en 2 jours, si t'es pas là, c'est mort pour toi. Et puis ensuite, parce qu'il faut avoir aussi un Pathé Gaumont près de soi, mais c'est aussi dégueulasse pour les exploitants, parce que, à mon sens, c'est anti-cinématographique de priver les exploitations de ce genre de film. Donc ça, c'est un petit peu dommage, tout ça pour essayer de faire de l'événementiel, alors que le film en soi est déjà événementiel, de ce que j'ai pu en entendre parler, mais il ne figurera pas dans ce classement, puisque je ne l'ai pas vu, et je le regrette très fortement. Et on commence tout de suite le classement avec, en 10e position, The Creator. Alors, non pas que ce soit le film le plus extraordinaire du monde, mais il était nécessaire pour moi de mettre un blockbuster. Et alors c'est un film qui est quand même très perfectible, notamment au niveau émotionnel, au niveau du scénario, peut-être au niveau du jeu de certains acteurs, comme notamment David Washington, enfin John David Washington, pardon. Mais c'est la démonstration qu'on est capable de faire des choses pour 80 millions de dollars, quand à côté de ça, tout ce qui figure dans mon flop est à minimum 200 millions de dollars de budget de production. Là, à 80 millions de dollars, il y a du visuel de partout. Il y a du visuel, c'est créatif. Alors, effectivement, ça repompe dans beaucoup de choses. Mais pour moi, je trouve que le film ne singe pas la SF dont il s'inspire. Donc ça, c'est quand même plutôt bien. Il y a quelques petites trouvailles. Et puis, autant le film n'avait pas forcément bien mûri dans ma tête, alors que pourtant j'en avais fait une excellente review, autant je l'ai revu et je l'ai beaucoup plus apprécié la 2e fois. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre, parce que je trouve que ça mérite véritablement d'y figurer, même si pour moi c'est peut-être la mise en scène de Gareth Edwards la moins inspirée de toute sa petite filmographie, mais bon, il aura toujours le temps de pouvoir s'améliorer. En 9e position, je mets Limbo, donc le fameux polar hongkongais, craspec au possible et tout ce que tu veux, sublimé par cette photographie chromatique, donc en noir et blanc, hein, mais qui rend sublime toute cette déchetterie, toute cette crassitude que l'on voit à travers la ville de Hong Kong. Donc vraiment magnifique, ça donne vraiment un côté bande dessinée de polar en noir et blanc, mais vraiment on a vraiment l'impression de voir des cases de BD. C'est extrêmement noir, c'est plutôt bien mis en scène. Après, pourquoi je le mets que 9e dans ce classement? Tout simplement parce que il a aussi des failles. Alors, non pas que l'histoire et l'enquête ne soient pas intéressantes, ou que les acteurs ne sont pas intéressants, bien au contraire. Non, là, j'aurais peut-être plus à reprocher le fait que on a des trucs qui sont un peu trop clichés et de très très grosse facilité. Donc c'est peut-être ça qui m'avait un petit peu dérangé. Donc ça a tendance un petit peu là à singer ces modèles, comme par exemple les thrillers de David Fincher, qu'on peut prendre au Seven ou Zodiac. Et malheureusement, je trouve que quand ça le singe, c'est pour vraiment livrer des clichés, mais qui sont un peu foutus au chausse-pied. Donc dommage, mais en attendant, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de le découvrir, franchement, ça te fout une tarte quand même, quoi. Pour le 8e, on va également rester dans le domaine du polar thriller avec Misanthrope. Alors ça, c'est la petite surprise de l'année que moi je n'attendais pas, donc au tout début de cette année 2023, dans le sens où j'avais même pas vu les trailers, et puis j'ai eu l'occasion de voir un ou deux collègues youtubeurs parler de ce film-là. Je me suis dit, bon bah ok, je vais le regarder, et effectivement, je me suis pris une petite tartouze, dans le sens où c'est bien joué, c'est sous tension en permanence, il y a vraiment une atmosphère qui est pesante, mais vraiment, hein. Il y a des trouvailles visuelles absolument incroyables, rien que déjà la scène d'introduction, elle est monumentale, mais vraiment quoi, ça te met dans l'ambiance. Après, j'avoue que, un peu comme The Creator, je l'avais laissé mûrir, et pour moi, il restait pas forcément bien en mémoire, et j'ai eu l'occasion de le revoir, et alors là, ça a été encore plus fort que la première fois. Donc voilà pourquoi il figure dans ce classement.
7e position, Anatomie d'une chute. Bah donc voilà, alors moi je déteste Justine Triet. J'aime pas toute cette polémique qu'on est capable de faire lors d'une remise de trophées à Cannes ou tout ce que tu veux. C'est le truc qui me fait chier au plus haut point et qui m'amène à détester des gens. Mais je me suis fait violent, je me suis dit je vais quand même regarder son film, et alors là, oh, cette baffe quoi, parce que ça s'appelle Anatomie d'une chute, mais ça pourrait aussi s'appeler Anatomie d'un couple toxique, dans le sens où c'est vraiment le couple toxique qui est dépeint à travers cette chute, donc ce suicide, et c'est un film qui pour moi était énormément percutant, dans le sens où c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion d'en parler, hein, j'avais pas fait de review dessus, mais ça a été percutant parce que pour moi, il fait écho un petit peu à cette génération des réseaux sociaux où il faut montrer à quel point on est heureux en couple ou quoi que ce soit. Tout est dans le paraître, et même souvent quand on regarde à droite à gauche les gens qui disent « Ah, nous on vit une idylle parfaite et compagnie », alors qu'en vérité ça n'existe pas. Les gens sont capables de quand même d'avoir de véritables tensions. Donc voilà, pour moi c'était un film qui mettait en exergue un petit peu tout ce que l'on essaie de nous faire croire, alors qu'en vérité justement il y a de la toxicité partout, même dans les couples qui semblent paraître bien au demeurant. Et puis ça joue franc, c'est tendu, franchement l'enquête est extraordinaire, une claque. 6e, allez, j'ai forcément voulu mettre Miyazaki dedans avec Le Garçon et le Héron. Alors, je vais pas revenir sur ce que j'avais dit sur ma review, dans le sens où c'était un film qui était quand même relativement très complexe et qui avait besoin de mûrir avec le temps. C'est peut-être pas le plus inspiré sur le plan créatif de Miyazaki, mais voilà, qu'est-ce que tu veux quand un mec comme ça, il te sort un film d'animation fait à la main, et qui te met à l'amende absolument toute l'industrie hollywoodienne qui il va dans l'excès avec de la 3D, en veux-tu en voilà, dans l'animation, pour pas dire grand-chose, ou alors pour raconter encore une énième histoire d'une princesse Disney. Et ben voilà, on se retrouve avec ce film de Miyazaki, qui est certes perfectible, mais c'est poétique, c'est beau, c'est... Enfin voilà, j'ai rien de plus à dire. 5e position, on va parler d'une ode au cinéma, donc celle de Sam Mendes, hein, donc c'était Empire of Light, donc film absolument magnifique, qui en plus d'être une ode au cinéma, est une romance dramatique percutante, mais vraiment déjà parce que les acteurs sont tout bonnement incroyables, mais tous, déjà le casting est fabuleux, on est face à un casting anglais, du jeu anglais, une atmosphère anglaise, tout, et puis c'est cette histoire absolument extraordinaire et improbable d'amour entre deux personnes fragiles, mais d'un côté une personne fragile sur le plan intérieur et émotionnel, et de l'autre côté une personne fragile sur le plan physique, dans le sens où il s'agit d'une personne afro confrontée à une époque où cette communauté était un petit peu victime du racisme, et de voir justement cette rencontre entre ces deux personnages et finir dans une histoire d'amour totalement improbable, où chacun va essayer de guérir ses maux mutuellement l'un travers l'autre. Pour moi, c'était vraiment de toute beauté, d'autant que j'adore toujours au même niveau cette photographie de Roger Deakins. Enfin voilà, encore une fois, c'est un film qui mérite largement l'Oscar de la meilleure photo. Hein. Tu peux pas lutter, c'est pas possible face à un mec comme ça. Et puis, moi, ça a un petit côté film doudou parce que alors, en plus des petites touches d'humour avec les anecdotes et tout ça, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le côté vieux cinéma que l'on perd totalement avec notamment les multiplex qui sont très colorés, etc. Moi, j'ai eu plaisir à replonger dans cette vieille salle de cinéma avec les bonbons au comptoir dans les petites boîtes et tout. C'est pour ça que moi, ça me frappe au plus haut point ce genre de cinéma. 4e position, Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y avait déjà le premier épisode, il avait mis la barre ici. Bon là, on est 2 fois plus haut avec beaucoup plus de créativité encore. Et puis forcément, ça te met à l'amende. Mais tout ce que l'on a vu
en matière d'animation, donc voilà, c'est spectaculaire, c'est émotionnel, il y a une vraie histoire, il y a des vrais méchants, il y a des personnages attachants, enfin je veux dire, il y a tout le combo, la recette a tous les ingrédients parfaits, et puis bah derrière, on a des artisans qui font le nécessaire pour que la cuisson se passe bien, quoi. Alors certes, on se retrouve avec donc une première partie qui nous laisse un petit peu sur notre faim, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir du moment où on prend pas les gens pour des imbéciles à travers un film d'animation de super-héros qui est bientôt plus spectaculaire qu'un film en prise de vue réelle, parce que je suis désolé de le dire, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film avec Spider-Man de la sorte, quoi. Le dernier en date, c'était Spider-Man Into the Spider-Verse. Oui, parce que je suis pas du genre à valider les Spider-Man avec Tom Holland, et encore moins No Way Home, qui pour moi est une arnaque absolue, vouée à caresser les fans dans le bon sens du poil à coups de grosses goodies visuelles. Et maintenant, on rentre dans le top 3 avec, dans un premier temps, Babylone de Damien Chazelle. Donc bah voilà, encore une ode au cinéma qui nous est livrée sur presque 3 heures, un petit peu plus, je me rappelle plus de la durée exacte. Mais qu'est-ce que vous voulez? Déjà, quand on regarde la première scène là d'une vingtaine de minutes avec cette espèce de fiesta orgiaque, et là tu te fais mais atomiser. Alors certes, c'est vrai que ça part à fond de balle, et puis après, le rythme est plus le même. Mais il y a tellement de richesse dans ce film pour dépeindre, bah voilà, entre guillemets, le début de cette industrie hollywoodienne en plein changement. Et en plus, c'est super bien joué, mais tous les acteurs sont incroyables dedans. Les décors sont absolument oufissimes. Il y a une transcription de l'époque qui est absolument dingue. C'est un mélange de tout. Il y a du drame, il y a de la romance, il y a de l'humour. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Ça nous montre aussi un petit peu donc tout l'envers du décor de cette industrie de l'époque, hein, qui a été longtemps oubliée par beaucoup. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors certes, j'aurais tendance à reprocher quand même le fait que sur cette durée de film, il y avait moyen peut-être de dégraisser de 20 bonnes minutes, notamment avec des scènes qui pour moi étaient un petit peu de trop, notamment une scène avec un serpent et d'autres. Mais ben voilà, quand tu en ressors et puis que tu te dis waouh, la tarte que je me suis pris, quoi, mais une tarte que tu as accueillie volontiers, voilà quoi. En deuxième position, Oppenheimer. Donc, bah voilà, le dernier film de Christopher Nolan qui a essayé un petit peu de rattraper son pseudo-fiasco critique de Tenet. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir du moment où ce mec-là te dit « Bon bah moi, je vais traiter de la vie du mec qui est à l'origine de l'arme de destruction massive qui a changé la face du monde ». Déjà, rien que ça, tu vois, rien que ce plot de départ, tu te dis, ouais, carrément, quoi. Maintenant, le gros génie, le gros coup de génie de Nolan, ce qui, effectivement, n'a pas plu à beaucoup, c'est que, bah oui, le but n'est pas forcément de montrer des explosions atomiques. De toute façon, des explosions, des gros badaboum, vous en avez tout au long de l'année, vous en avez tout le temps. Il suffit à la limite que vous regardiez les films de Michael Bay, ce n'est que ça, le mec qui est spécialisé là-dedans. Donc, venant de Christopher Nolan, non, on cherche à ce qu'il nous sublime le récit, on cherche à ce qu'il prenne nos attentes et finalement les contourne en nous proposant autre chose. Donc non, le but n'est pas de nous montrer une explosion atomique qu'on a déjà vue, notamment avec des images d'archives. Non, le but c'est qu'il nous raconte un petit peu comment ça se passe dans la tête du mec qui est à l'origine de cette arme de destruction massive. Et alors oui, c'est 3 heures de blabla, mais quand tu vois déjà toute la construction narrative du film, puis ça joue sur les temporalités, ceci étant, le temps est une constante dans tous les films de Christopher Nolan, quasiment. Donc, rien d'étonnant à ce qu'il en use ici. Donc, on va mélanger un petit peu les temporalités, notamment avec des séquences en noir et blanc. Et puis alors, le casting, déjà le casting est absolument dantesque. Et puis, ça joue bien, mais ça joue bien. Alors, j'aurais peut-être à reprocher le jeu d'Emily Blunt. Non pas qu'elle joue mal, mais je pense que c'est un problème d'écriture de son personnage. Pourquoi? Parce que, en fait, son personnage est censé être
une des ellipses dramatiques et émotionnel de ce film-là, et que le personnage est extrêmement froid. Mais ça, le problème, c'est, je pense, c'est vraiment ce problème d'écriture qui est typique de Nolan, c'est-à-dire que il sait pas traiter l'émotion. Il sait pas traiter l'émotion, et on le voit d'autant plus dans ce film-là. Mais après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, même sur le plan musical, tout ça, c'est, il y a des jeux sur le son, sur les silences et tout. Enfin voilà, moi je me suis vraiment fait atomiser, c'est le cas de le dire, hein. Je pense que le mot est le plus approprié. Donc moi je ne demande que ce genre de cinéma, quoi. Et en première position, Killers of the Flower Moon. Alors, c'est vrai que, bah voilà, Martin Scorsese, encore une fois, donc le mec qui passe son temps à cracher sur le cinéma actuel, et les films de super-héros, c'est de la merde, et ceci, et cela, tout ça parce que, bah, à côté de ça, lui, malheureusement, on ne lui donne plus l'opportunité d'avoir une certaine visibilité via le grand écran. Mais j'ai envie de te dire que quand le mec derrière, il te pond Killers of the Flower Moon, qui, sur le plan critique, met à l'amende absolument tout ce qu'il a tendance à dénoncer, j'ai envie de te dire, mais tu peux pas tester, mec. Donc Killers of the Flower Moon, qui en plus là aussi est une sorte d'ode au cinéma et une dénonciation justement de ce que Scorsese a tendance à pointer du doigt, c'est-à-dire que bon, on a d'un côté les Indiens qui sont un petit peu ces cinéastes en perdition, hein, donc ces grands artisans que l'on met totalement de côté au profit finalement d'une industrie hollywoodienne pure et dure de blockbuster, qui représente ici un petit peu cette mafia avec cette recherche de pétrole et autres et tout ce que tu veux, qui est sans foi ni loi. Et en fait, on est véritablement là-dedans. Mais c'est surtout que le film, mais sur le plan émotionnel, mais il te déglingue la tête. C'est d'une dureté, c'est incroyable. Alors après, il y a beaucoup de gens qui vont dire que le film est extrêmement long, mais moi j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu veux dégraisser dans ce film-là? Personnellement, je préfère avoir un film de 3 heures comme ça, plutôt qu'un film qui va être expurgé de certaines séquences qui finalement, une fois qu'elles vont être enlevées, ça va dénaturer la chose. Je préfère bouffer 3 heures de ça, quoi. D'autant que, pareil, il y a un traitement des personnages qui est absolument incroyable. Déjà, rien que Leonardo DiCaprio, qui a pourtant, depuis ces 10 dernières années, à travers tous ses rôles, a acquis un véritable charisme. Et là, en fait, son personnage, c'est l'anti-charisme à l'état pur. Et c'est là, justement, qu'on voit la force du personnage à s'adapter à tous les rôles qu'on lui propose. Pareil pour Robert De Niro, mais quelle enflure, quoi, mais putain, c'est horrible hein, de voir des mecs comme ça, mais c'est pour ça que Scorsese, il caste ce genre de mec, c'est exactement pour ça. Et puis ce film est plus un film somme que le précédent qu'il avait sorti justement sur Netflix. À mon sens, il y a un véritable amour du cinéma qui transpire à chaque seconde de ce film-là. Donc c'est vrai que là, quand vous voyez mon top 3, ce sont des films qui avoisinent à peu près les 3 heures, donc qui concordent un petit peu avec ce que beaucoup de gens reprochent, hein, c'est-à-dire que les films sont de plus en plus longs, et ça, c'est d'un côté, c'est vrai, mais voilà, à partir du moment où ce sont des films qui sont longs, mais pas inutilement, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Au contraire, c'est que du bonheur pour nous. Je préfère largement avoir un film de 3 heures comme ces 3 films-là, même comme par exemple aussi Interstellar ou Batman vs Superman en version Ultimate et autres, hein. Je préfère ça plutôt que d'avoir des films de 2h30, voire un petit peu plus, comme John Wick, où t'as absolument rien, c'est baston sur baston sur baston sur baston, que le mec à la fin il a buté 2500 mecs, il est tombé 4 fois dans les escaliers du Sacré-Cœur, et puis à la fin il est pumped up pour pouvoir faire un duel au flingue, et qu'en fait suite à tout ça il s'est retourné juste un ongle, donc non quoi, enfin je veux dire, moi j'ai aucun souci avec les films longs. Ce qu'il faut, c'est que il s'agit pas de faire un film qui dure 1h45 et se dire « Ah non, mais on va en faire un film long juste pour en faire un film long, et puis on va y mettre des trucs qui servent à rien. » Là, dans ces films-là, ça ne sert pas à rien. C'est nécessaire à la narration visuelle, au développement des personnages, à tout ce que tu veux, au récit qu'il y a à raconter. Donc, moi, je continue à encourager ce genre de démarche, dès lors que c'est nécessaire.
Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à ce classement, est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Après, voilà, hein, comme j'ai dit, hein, chacun son avis, je respecterai également le vôtre. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!